続けば、溶岩が沖合に出現した直径およそBonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format actualité, émission que je partage avec Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. Dans cette émission, on vous sélectionne et on vous résume l'actualité concernant le Japon. Et n'oubliez pas, en fin de podcast aussi, on parle des événements qui vont se passer pour le mois de novembre. Et puis également du cours du yen, des articles à venir, des autres émissions de podcast que l'on compte vous faire. Donc soyez patients jusqu'à la fin. Mais avant ça, exceptionnellement, l'introduction va être un peu plus longue que d'habitude, Gaël, puisque tu vas nous parler du concours Kampai. Oui, alors vous avez été nombreux à participer à notre concours, donc qui vous permettait de gagner un voyage au Japon. Donc pour ça, pendant un mois, entre le 22 août et le 22 septembre, vous avez pu participer à un concours en tickets d'or. Donc toutes les personnes qui commandaient un ou plusieurs de nos livres de voyage au Japon sur Kampai participaient automatiquement à un tirage au sort. Et donc voilà, on vous remercie tous et toutes pour avoir participé, et on va féliciter Laura, qui est donc la gagnante de notre concours pour gagner un voyage au Japon, et qui part du coup début mars, qui s'est mis en relation avec du coup notre agence partenaire, Keikaku, pour organiser un voyage qui sera intégralement pris en charge par Kampai, donc vol, hébergement sur place et puis transport. Donc félicitations à Laura, et puis on te souhaite d'avance un très bon voyage. Et merci à tout le monde de commander nos livres, et c'est l'occasion, Charlie, d'ailleurs je rebondis moi-même sur de vous parler de la sortie de notre nouveau livre, donc notre tome 5 de la collection Voyage, qui sera dédié à Kyoto. Donc après notre tome 4 sur Tokyo, le dernier tome donc, est consacré à Kyoto, donc 248 pages d'un livre physique, comme d'habitude, pour vous dévoiler un petit peu la capitale traditionnelle du Japon. Comme les autres, ce livre est vendu au prix de 19,99 €, et si vous souhaitez commander le pack des 5 tomes de voyage au Japon, pour peut-être un cadeau de Noël, admettons, le total est à 79,99 €, soit 18% de remise par rapport au prix individuel. Donc on vous encourage bien sûr à faire un accueil chaleureux à ce livre sur Kyoto de la part de Kampai, que vous pourrez commander au moment où le podcast va sortir. En fait, le livre sera déjà disponible sur notre boutique en ligne, donc kampai.fr/boutique, pour commander le tome 5 sur Kyoto ou notre pack de 5 tomes. Merci à tout le monde. Et puis ce sont des livres qui sont pleins d'illustrations de Kampai, du coup fait maison, avec aussi des cartes et puis du texte aussi inédit, on va dire, que vous n'allez pas retrouver dans d'autres formats de livres de voyage. Eh bien Gaël, je te propose que l'on entame avec notre partie tourisme. Pour rappel, on va parler de tourisme, de société, de politique, d'économie et également de pop culture. Donc commençons par le tourisme. La saison s'y prête, Gaël, nous sommes aux abords de la période d'Halloween, et comme les années passées, le chef d'arrondissement de Shibuya à Tokyo, Ken Hasebe, est apparu lors d'une conférence de presse et a déclaré, je vais te laisser la main là-dessus Gaël pour la prononciation. Shibuya wa Halloween o oyasumi shimasu. Ah, je savais que tu le ferais terriblement bien. C'est de regarder Tokyo Vice, on va en parler après, mais ça m'inspire. Ou autrement dit, Shibuya est fermé pour Halloween. Donc ce message, il a été affiché à Shibuya avant, pendant et un petit peu après la journée de célébration. Et les élus, il faut savoir qu'ils ont pris les devants, ça on l'avait évoqué un petit peu tous les deux en podcast actu il y a quelques mois, puisque à compter du 1er octobre 2024, la consommation d'alcool dans les rues publiques du quartier autour de la gare de Shibuya notamment, a été interdite toute l'année maintenant, entre 18h et 5h du matin. Aussi, on demande aux supérettes, grands magasins et débits de boissons du quartier de s'abstenir de vendre des boissons alcoolisées entre 18h et 5h du matin, et ce du 26 octobre au soir jusqu'au 1er novembre au matin. On a sorti le grand jeu en termes de sécurité avec en effet les 25, 26, 30 et 31 octobre, 130 employés de l'arrondissement qui se sont mis à patrouiller dans les rues, qui ont été aussi rejoints par 185 policiers les 30 et 31 octobre. Et ils ont aussi installé une dizaine de tours, donc 10 tours de surveillance de foule, dont au moins une sur la place devant la gare, et aussi la fameuse et très célèbre statue de Hachiko, le chien, a été clôturée et recouverte, donc drapée, les 30 et 31 octobre. Donc ce, afin de prévenir toute dégradation.
Et l'accès à la gare aussi, il a été clôturé et on y a installé des passages à sens unique. Et en fait, dans tout ça, il faut comprendre que l'arrondissement de Shibuya ne peut pas interdire de célébrer cette fête dans les rues de Shibuya, mais ni rendre d'ailleurs illégal le fait de se déguiser, de se pavaner dans les rues pour cette célébration, mais en fait on veut faire de Shibuya un endroit qui soit un peu moins fun, on va dire, pour faire la fête, et donc essayer de dissuader un maximum de personnes pour fréquenter ces quartiers. Donc c'est des quartiers qui, alors vous ne risquez rien, mais en même temps on va pas forcément vous conseiller de sortir très très tard le soir dans ces quartiers, si vous voyez qu'il n'y a pas forcément de tourisme ou de trop de lumière, etc. C'est pas forcément les quartiers où on va vous conseiller de vous balader le soir, en tout cas très tard la nuit, mais en journée, il n'y a aucun souci. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, on ne craint rien. En revanche, c'est vrai que tout le monde est un petit peu sur les dents, en particulier la police en ce moment qui fait quelques contrôles, on va dire, supplémentaires. Voilà, Shibuya, ça fait des années qu'ils veulent pas de fête à Halloween pour éviter les débordements. Et puis, comme il y a eu quelques faits divers, on va vous en raconter quelques-uns, mais pas tous. C'est vrai qu'il y a un peu plus de contrôle de police, on va dire. Donc, si on n'a rien de spécial à faire, comme tu l'as très bien dit, c'est pas forcément la peine de traîner dans ces quartiers, Shibuya, Shinjuku, Kabukicho, la nuit, on va dire. Pour rester sur la thématique d'Halloween, Gaël, si vous étiez trop occupé le 31 au soir pour visiter des maisons hantées, vous auriez pu voyager en train et dans un train rempli de zombies à la dernier train pour Busan, par exemple, le film coréen de 2016. Puisqu'en effet, le Japon a connu le premier train zombie du monde et c'était donc quelque chose qui était faisable si vous voyagiez le 19 octobre dans la voiture numéro 16 du Nozomi 435 entre Tokyo et Osaka avec 2h20 de trajet horrifique à près de 300 km/h. Donc en fait, c'était un événement planifié par Kawagara Setai, une compagnie de maisons hantées sur Tokyo qui est très habituée à organiser et faire des shows. Et là, il y avait 10 shows pendant le trajet qui allaient être donc tous différents et organisés, avec notamment la présidente de cette compagnie, Ayaka Imaide, qui apparemment aurait fait partie des zombies. Donc là, ça, vous pouviez réserver vos places en avance avec des trajets à 200 € par place. Donc il y avait un seul wagon où il y avait cet événement et jusqu'à 310 € pour pouvoir faire des photos avec l'équipe sur la fin du trajet. Donc depuis, je ne sais pas si tu as vu passer Gaël ou pas, mais j'ai vu des vidéos sur X. Et ça a l'air très sympa, mais c'est vrai que c'était très scénarisé au final. Donc chacun pouvait... c'était horrifique, les déguisements étaient vraiment top. Mais c'était pas on éteint la lumière, on fait des bouts, etc. Ça restait quand même du spectacle. Toujours bon enfant au Japon, ouais. Oui, dans la sécurité, et puis ne pas avoir un accident cardiovasculaire à 300 km/h. Gaël, je vais te laisser enchaîner sur quelques sottises, on va dire. Ça, on vous en parlera de temps en temps, pas pour en faire la promotion, mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui prend de la place dans les médias japonais, le fait de montrer de plus en plus les mauvais comportements des étrangers. Alors ça ne veut pas dire que les étrangers se comportent tout le temps mal, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'au Japon, ils aiment bien mettre en avant, et ils ont raison, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, et donc on est là aussi pour vous l'indiquer. Oui, tu as raison, on va reparler de nouveaux touristes irrespectueux, entre guillemets mal élevés au Japon. Alors évidemment, c'est une toute petite proportion des dizaines de millions de touristes étrangers qu'il y a chaque année au Japon. Mais c'est vrai que malheureusement, ça fait souvent le bad buzz. Et puis au Japon, on se sert un peu de ça pour dire, regardez, tous les étrangers sont mal élevés. Donc on ne veut pas leur faire un focus, mais en même temps, on vous en parle aussi pour vous dire que il faut éviter. Éviter par exemple de confondre des lieux sacrés avec une salle de sport. Par exemple. Par exemple. Sky is the limit. Oui, donc le Japon, pays instagrammable, évidemment, permet la mise en avant de comportements qui peuvent être déplacés par rapport à la culture locale et qui, comme on l'a dit, nuisent à l'image des voyageurs étrangers, malheureusement, à l'ensemble des voyageurs. Alors, c'est vrai que ça se voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus qu'avant. En tout cas, avec la viralité, malheureusement, ça se transmet un petit peu. Et d'ailleurs, la presse nippone s'en est un petit peu saisie en inventant ce terme pour définir ce type de personnes qu'on appelle donc Meiwaku Gaikokujin, qui signifie les étrangers gênants, les étrangers dérangeants. Donc là, on a deux exemples pour ce mois-ci, malheureusement. Donc d'abord, 2 sœurs chiliennes qui ont été désignées ainsi de Meiwaku après leur visite d'un sanctuaire qui est situé à Sapporo, donc sur l'île de Hokkaido, et qui se sont filmés et après qu'ils l'ont diffusé sur leur compte Instagram qui a quand même 130 000 abonnés,
filmé en train de faire le poirier en descendant les marches du sanctuaire et aussi en faisant des tractions sur un tori. Donc ça, c'est l'image qu'on a le plus vue. En fait, on a une des deux sœurs qui s'est accrochée donc, à un tori, puis d'ailleurs assez costaud parce qu'elle dure quand même un petit moment. On la féliciterait presque. Bravo à toi. Et voilà, donc cette vidéo qui les montre en train de faire quelques acrobaties dans le sanctuaire, et ça, évidemment, ça n'a pas plu. Malheureusement, donc certains diront qu'elles l'ont bien cherché, mais les jeunes athlètes ont ensuite été harcelés sur le net et ont dû publier une vidéo d'excuses en demandant de stopper le harcèlement après avoir bien sûr supprimé leur vidéo de traction, puisque c'était pas très très malin. Je citerai aussi un groupe de 3 TikTokers américains. Donc je ne sais pas si je vais citer leur nom. Shafar Delgado est quand même plus de 7 millions d'abonnés, donc là c'est pas rien, qui a diffusé une série de vidéos où il danse avec ses copains, donc près de gens donc, de japonais en fait qui n'ont rien demandé, et ça dans le train ou en dehors en fait dans les rues, ou alors même dans le sanctuaire Hiejinja à Tokyo. Et bon là c'est allé un petit peu plus loin entre guillemets que de la simple viralité entre guillemets internet, parce que l'opérateur de la ligne de train Fujikyu, donc qui va de Tokyo au mont Fuji, a déclaré qu'il envisage une action en justice quand même, et qui a demandé de supprimer les vidéos, parce qu'a priori les vidéos avaient été faites dans un train de sa compagnie. On les voit en train de s'accrocher au bar, voilà, au poignet en fait dans le train, et puis en train de danser, un petit peu de gêner entre guillemets les autres voyageurs, donc sans jamais de contact physique, mais c'est vrai que ça donne pas une bonne image des étrangers, on va pas se mentir. Donc on rappelle que même si on fait confiance à nos auditeurs et auditrices, mais que ce genre de gestes offense en particulier les lieux de culte, notamment les sanctuaires, les temples, les cimetières. Donc ça, et voilà, il ne faut pas les profaner. En fait, c'est le passage des dieux. Pareil, perturber un sermon ou profaner entre guillemets le respect de lieux comme ça sacrés, on le rappelle, peut être puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois maximum ou jusqu'à 100 000 yens, donc à peu près 650 €. Donc voilà, évidemment, on se doute que parmi nos auditrices et auditeurs, personne ne va faire ce genre de sottise comme tu disais, mais on rappelle qu'il ne faut pas faire ça quand on est à l'étranger et en particulier au Japon. Ça me rappelle, je rebondis encore, ça me rappelle, il y avait eu une vidéo du Paquito, en fait, pour tous nos amis, nos auditeurs et auditrices amateurs et amatrices de rugby. Pendant la Coupe du Monde 2019, il y a eu un Paquito dans un train en revenant d'un match. Et c'est vrai que on fait ça dans le sud-ouest ou en France pendant un grand événement comme ça choque absolument pas, au contraire, tout le monde rigole. Et c'est vrai qu'au Japon, ça avait fait grand bruit, je me souviens, donc il y avait eu un débat autour de ça. Donc voilà, au Japon, c'est vrai qu'on est plus respectueux entre guillemets du groupe, donc il faut arriver à s'accorder avec ça quand on va au Japon. Autre info pour ce mois d'octobre passé, un jeune touriste allemand de 21 ans, Claudio Worm, si je prononce bien, parce que je n'ai pas fait allemand LV ni 1 ni 2, est entré dans l'archipel le 21 septembre par Tokyo, mais ses dernières traces semblent remonter au 10 et 11 octobre dernier, après avoir posté sur Twitter et avoir informé sa mère à propos de souvenirs de voyage, par exemple de transfert de photos, etc. Et il semble avoir été vu pour la dernière fois sur des vidéos de surveillance le 11 octobre dernier. Donc en fait, c'est un ami japonais de son père qui a contacté le siège de la police de la préfecture de Wakayama, où il était censé être à ce moment-là, donc le 15 octobre, pour informer qu'il n'était pas rentré, parce qu'en fait, en Allemagne, il était censé avoir repris les cours déjà. Donc c'est comme ça qu'ils se sont inquiétés de sa disparition. Donc la plainte pour disparition, justement, a été déposée 2 jours après cet appel, donc le 17 octobre. Et il faut savoir que depuis, on a retrouvé le passeport et le téléphone portable de Worm, retrouvés vers la gare de Wakayamashi. Mais c'est vrai que depuis, on n'en a pas appris plus, donc il y a forcément évidemment une enquête à ce sujet. Et pour sa description, on va vous la mettre ici aussi à campagne. Il mesure environ 1m72, de corpulence moyenne avec les cheveux blonds, et il a été vu pour la dernière fois portant un sac à dos noir, un pantalon blanchâtre, une chemise noire à manches longues et des baskets blanches. Donc voilà, on souhaite évidemment que ce jeune Allemand soit retrouvé, qu'on en apprenne plus dans les prochaines semaines. Oui, on souhaite que ça ne prenne pas la direction de, malheureusement, la disparition de Tiffaine Véron. Une Française qui a disparu en fait au Japon, dans la région de Nikko. Donc après le Chili, l'Allemagne, maintenant les États-Unis. C'est l'histoire d'une famille américaine qui débarque au Japon le 9 octobre pour un voyage touristique, quand soudain, le fils de 18 ans est arrêté juste avant de repartir, donc juste avant de reprendre le vol de retour.
En effet, le 21 octobre à l'aube, 7 feux ont été déclenchés dans un rayon de 2 km dans le centre-ville de Tokyo. Il s'agissait en fait de poubelles mises à feu. Donc le jeune homme a été arrêté. Bien qu'il soit suspecté, il nie les accusations sans pour autant être très clair à ce sujet parce qu'il dit ne pas s'en souvenir. Donc que va-t-il se passer pour lui? On ne le sait pas encore, mais au regard du changement législatif récent au Japon, ce jeune homme sera jugé comme un adulte et non comme un mineur. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails, mais je suis curieux d'en savoir plus et peut-être qu'on pourra vous donner la suite dans notre prochain épisode. Dans un podcast actualité, nous avions déjà évoqué, Gaël, la présence des entreprises un peu obscures qui permettent de participer à des go-karts. Alors, obscures dans le sens qu'elles sont déjà très controversées au Japon, elles se font très discrètes et elles vont cacher leur enseigne parfois. Donc en fait, ce sont des entreprises qui vous proposent de faire des virées en kart dans la ville, notamment à Osaka et Tokyo. Et donc ça imite aussi le style un peu que l'on donne à l'univers Mario Kart, on peut être déguisé, etc. Et on fait une virée comme ça en ville avec les néons sous le kart, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige. Ça fonctionne très bien, ça plaît beaucoup aux touristes étrangers notamment. Comme je disais, c'est très controversé au Japon et c'est de plus en plus le cas puisqu'on soulève régulièrement dans les médias japonais un mauvais comportement des touristes étrangers qui sont eux très friands de ces activités et en fait qui vont créer des accidents, en tout cas des accrochages et ça va être très médiatisé et on voit souvent des photos passer avec des touristes qui grillent les feux, les stops ou encore qui prennent des photos au volant, qui appellent, etc. Donc un comportement qu'on ne ferait pas déjà normalement en voiture. Donc lors de cette activité, pour ceux qui ne savent pas, vous conduisez un kart et vous suivez un guide, mais parfois si vous vous perdez un peu dans la ville haute, vous pouvez être un peu en retard et c'est comme ça que la dernière fois en podcast actu on avait parlé d'un accrochage. Et surtout l'information à retenir, c'est que si vous voulez faire ce type d'activité, c'est possible, mais ça nécessite un permis soit japonais, soit international, soit, et c'est pour ça qu'on vous en parle, une traduction de permis selon le pays de délivrance de votre permis de conduire. En fait, il faut savoir que selon le système juridique japonais, les permis de conduire internationaux délivrés par des pays qui n'ont pas signé certaines conventions, donc notamment les conventions de Genève, avec la convention de circulation routière, eh bien, eux ne sont pas autorisés, même avec un permis international, à circuler. Donc il y a 7 nationalités qui sont concernées, la France, la Suisse, la Belgique, Monaco, l'Allemagne, la Slovénie et aussi Taïwan. Donc si vous avez un permis issu de ces pays-là, en fait, il vous faudra une traduction de votre permis, plus votre permis et votre passeport international aussi au passage. Donc si on vous en parle, c'est qu'en avril dernier, il y avait 2 touristes étrangers qui avaient leur permis, mais pas de traduction, donc ils étaient en infraction, et la police métropolitaine de Tokyo a porté plainte contre la société de location de cartes, et c'est sans doute quelque chose qui sera bien plus surveillé dans les mois à venir et les années à venir. Ouais, je suis toujours un peu surpris, moi, que ces sociétés existent toujours parce que ça fait quasiment 10 ans, je dirais, qu'il y a des procès, notamment de la part de Nintendo, parce que c'est un peu le principe en fait, des sociétés qui vendent ça, c'est de dire vous allez faire du go-kart, mais en fait on vend on loue des cosplays de Mario, Luigi, Yoshi, etc. Et il y a régulièrement des procès de Nintendo qui n'hésitent pas à faire des procès à ceux qui diffusent les let's play sur YouTube, etc. Donc ça, j'aime autant dire que ça fait partie des procès faciles par Nintendo, et il y a malgré tout toujours des sociétés qui continuent à le faire. Alors là, si en plus ils se mettent à faire partir des clients sans avoir de papier en règle, là c'est vrai que c'est un peu étonnant et je comprends pas comment ils arrivent encore à fonctionner. Donc en tout cas, ce que tu disais Charlie, c'est intéressant, c'est que si vous êtes français notamment et que vous souhaitez voyager et que vous souhaitez conduire au Japon, pas forcément un kart, mais je veux dire une voiture ou pour aller dans des... Oui, même moto, etc. Tout est faisable avec la traduction. Voilà, il faut en tout cas faire traduire votre permis de conduire. Le permis international ne suffit pas, donc ça c'est très important. Donc il faut passer par la JAF ou par une agence comme Keikaku. Et puis le faire aussi en avance, parce que souvent quand même on s'aperçoit que les gens le réalisent très tard, et donc une semaine avant, vous ne pouvez pas forcément le faire depuis l'étranger. Donc le temps de recevoir vos papiers, etc., c'est pas quelque chose qui se fait avec des clics sur Internet, hein. C'est un peu plus long parce qu'il y a vraiment des gens qui vont traduire votre permis.
Alors après le Chili, l'Allemagne, les États-Unis, maintenant l'Espagne. Car on a appris, Charlie, que un Espagnol de 37 ans a été arrêté ce mois-ci à l'aéroport de Narita, échouant en sa tentative de faire passer, alors non pas des vidéos otaku, mais 16 kilos de cannabis dans une valise. Et oui, c'est pas rien, je sais pas où est-ce qu'il a été formé celui-ci, mais il n'était pas forcément Oui, pour le présent. coup, on peut dire qu'il est bête sans trop. Voilà, lui, c'est pas le prix Nobel dont on va parler un peu plus tard. Donc sans surprise, hein, le chien renifleur du nom de Momotaro a permis la saisie de cette drogue. Donc Momotaro, Charlie, c'est très important de le préciser, c'est un mâle et il a 2 ans et demi. Et il porte le nom d'un héros légendaire des légendes japonaises. Et vous pouvez retrouver la légende de Momotaro dans un article dédié sur Kampai, si ça vous intéresse. Donc l'annonce de cette arrestation a été annoncée le 11 octobre pour des faits qui se sont passés le 20 septembre. Et donc l'Espagnol en question a été déféré le 22 septembre. Il a déclaré, donc tiens-toi bien, j'avais l'intention de l'utiliser moi-même, donc, je ne sais pas combien de temps ça lui aurait pris, ou de le vendre dans des bars et clubs de Tokyo. Et quand même 16 kilos, c'est pas rien, c'est la seconde saisie la plus importante en aéroport au Japon depuis 20 ans. Alors là, on rigole un petit peu de la blague, mais le Japon ne rigole pas du tout avec le cannabis, et en tout cas, même si vous êtes fumeur ou fumeuse, on vous encourage à ne pas en transporter parce qu'il y a beaucoup de chiens qui se baladent dans les aéroports, des chiens renifleurs. Et le Japon est vraiment très très strict là-dessus. Il y a des fumeurs au Japon, hein, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire transiter par l'aéroport. Donc on vous décourage absolument de le faire, surtout que comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la garde à vue au Japon c'est 23 jours. Oui, c'est ce que j'allais dire justement, mais tu m'as devancé. La garde à vue au Japon va nuire à vos vacances, c'est une certitude. Et ils seront très contents de le faire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et pour conclure notre partie dédiée au tourisme, il faut savoir que le Japon a été de nouveau élu comme pays le plus attractif du monde, selon les lecteurs et les lectrices du magazine Condé Nast Traveler. C'est un magazine mensuel dédié au voyage, il est édité à l'international et il apporte aux lecteurs et aux lectrices des idées de vacances. Sa ligne éditoriale, ce sont les excursions luxueuses et il communique très souvent sur des restaurants, des hôtels, des activités de luxe. Et Condé Nast Traveler publie chaque année les palmarès des plus beaux hôtels par exemple à travers le monde et il a reçu plusieurs fois le prix de National Magazine Awards, donc on va dire que c'est une référence dans le monde du voyage de luxe et chaque année des prix mettent en avant des destinations qui sont chères au cœur des voyageurs et aux lecteurs de ce magazine et c'est la 2e année consécutive pour laquelle le Japon reçoit cette distinction et aussi cette année, une nouveauté, Tokyo a été élue la ville la plus attractive du monde. Et sans vous faire la citation du JNTO de Toronto qui se félicite évidemment de ce succès en termes de promotion de territoire à l'étranger, ils assurent qu'ils vont continuer de promouvoir cette destination et notamment des destinations au Japon qui sont emblématiques telles que Tokyo, Kyoto, Nara, etc. Donc les incontournables on va dire, hein. Mais aussi des régions moins fréquentées et là ils vont mettre l'accent dessus pour ces prochaines années, ils commencent déjà, pour offrir des expériences authentiques et durables, notamment avec des fermes, des endroits plus reculés, etc., plus isolés aussi, pour faire découvrir un autre Japon ou d'autres Japons. Et ça fait écho, Gaël, à l'interview que tu avais menée avec Charlotte du JNTO en France. JNTO, donc c'est l'Office national du tourisme japonais. Après, juste pour ce prix, là nous on apporterait une petite nuance, c'est que c'est lié au vote de cœur des électeurs et des électrices, mais il n'y a pas de chiffres basés de fréquentation, etc. Maintenant, pour aborder notre thématique liée à la société japonaise, première news pour ce podcast actualité d'octobre, les 60 ans du Shinkansen, donc le service Shinkansen, ce train à grande vitesse japonais, dont on parle quand même très régulièrement pendant notre émission. C'est le plus fréquenté du pays, reliant les 3 plus grandes zones métropolitaines du Japon, donc Tokyo, Nagoya et Osaka. On a commémoré au mois d'octobre les 60 ans de son inauguration avec des otaku dont on parlait avec Marjorie en podcast pour voir le premier train Shinkansen Tokaido de la journée partir de la gare de Tokyo, comme quoi le train c'est vraiment très cher au cœur de certains japonais et japonaises. Pour le petit historique, la ligne Shinkansen Tokaido, elle a commencé le 1er octobre 1964, juste avant les JO de Tokyo, donc avec une vitesse pour l'époque pour relier Tokyo et Osaka à 210 km/h, soit un trajet de 4 heures, alors qu'aujourd'hui on réduit ce trajet
on arrive à un trajet de 2h21. Donc voilà, on est en plein pourri, on en parle de temps en temps, Gaël, c'est prévu encore d'accélérer tout ça, en tout cas de diminuer ce temps de trajet. Au total, ce sont 7 milliards de passagers au cours des 60 dernières années qui ont emprunté ce secteur en train, selon la JR Centrale évidemment. Alors pour vous citer quelques phrases de jeunes japonais, c'est incroyable que le train circule en toute sécurité depuis 60 ans, a déclaré Sen Hatanaka, un Tokyoïde de 10 ans qui était avec son père de 46 ans pour voir ce train, et une autre qui a dit « J'ai été très ému », a déclaré Akimasa Uno, 12 ans, qui a assisté à l'événement avec sa maman. « Je veux devenir conductrice de train à l'avenir », a-t-elle cité. Ce sont des citations un peu naïves, mais ceci dit, ce qui est pas faux, c'est sur la partie sécurité, parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a jamais eu d'accident mortel sur le Shinkansen, donc c'est quand même pas rien en 60 ans. Nihon Hidankyo, je ne sais pas si tu connais Charlie, c'est une organisation en fait qui a reçu le prix Nobel de la paix le 11 octobre 2024. C'est l'organisation des survivants des bombardements atomiques de 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, une organisation qui a été créée en 1956. Alors dans un contexte mondial de conflits de plus en plus généralisé qui fait intervenir des puissances nucléaires et puis des pays en devenir aussi à ce sujet, par exemple l'Iran, cette menace nucléaire elle est brandie de plus en plus clairement. C'est un rêve dans un rêve, je n'arrive pas à y croire, fin de citation. C'était la réaction en larmes de Toshiyuki Mimaki qui est Hibakusha. Alors ce terme se réfère aux survivants des bombardements et qui est également membre des Nihon Hidankyo. Cette association donc milite pour limiter, voire faire cesser les armes nucléaires et pour les droits des Hibakusha. Et pour citer donc le comité Nobel, les Hibakusha nous aident à décrire l'indescriptible, à penser à l'impensable et à saisir d'une manière ou d'une autre la douleur et la souffrance incompréhensibles causées par les armes nucléaires. C'était la 4e nomination de l'organisation et qui a été sélectionnée sur 286 nominés cette année, donc c'est quand même pas rien. Un demi-siècle s'est écoulé depuis que le dernier lauréat japonais du prix Nobel de la paix avait été nommé. Il s'agissait à l'époque de l'ancien Premier ministre Sato Eisaku. Depuis l'existence de ce type de récompense symbolique, 30 lauréats japonais ont été récompensés dans des segments un peu divers, physique, chimie, la paix, donc comme actuellement, médecine ou encore littérature. Ouais, il me semble que pour le prix Nobel de la paix, c'est le second remporté par le Japon. Et si ces histoires-là vous intéressent, on vous recommande évidemment le mémorial à Hiroshima si vous êtes de passage là-bas. Pas forcément à faire avec des jeunes enfants, en tout cas le musée, mais le mémorial, oui, complètement. Oui. Nouvelle du début du mois d'octobre qui est sortie est parvenue jusqu'à nos oreilles, Gaël. Pour cause de blessures et de problèmes de santé, de nombreux lutteurs iconiques, donc les lutteurs iconiques sont quasiment déifiés, on va dire, au Japon dans la discipline du sumo. Se retirent des événements d'automne, c'est-à-dire qu'il y aura des têtes d'affiche qui ne vont pas être visibles pour ces compétitions-là. Donc ça vient en fait de pas mal de problèmes respiratoires qui sont détectés, de maladies articulaires, de complications liées au diabète, à des cancers, etc. Et au final, si on veut résumer ça, c'est principalement causé du fait du surpoids, donc de l'obésité assez démesurée de ces personnes-là. Concernant ces rikishi, donc ces lutteurs. Donc ces sportifs qui sont souvent très jeunes doivent prendre leur retraite tôt, comme Taka Keisho, 28 ans seulement, détenteur du 2e rang le plus élevé du sumo, qui doit mettre fin à sa carrière assez rapidement. Donc il y a des voix qui s'élèvent déjà depuis quelques années pour moderniser cette discipline, et en faisant les recherches, en fait, j'ai appris pas mal de choses que j'ignorais, Gaël, notamment le fait que on demande une instauration des limites de poids, parce qu'en fait il n'y a pas de limite de poids dans ces compétitions-là. Donc au final, si on veut avoir le dessus sur son adversaire, en plus de la technique, il va falloir prendre de plus en plus de poids, évidemment. Et en plus de ça, il n'y a pas de présence de corps médical qui va être dédié aux sportifs durant toute leur carrière. En tout cas, ça va être plus de la médecine traditionnelle que d'une médecine portée, on va dire, plutôt sur la science. Ça fait que les rikishi deviennent de plus en plus lourds. Par exemple, dans les années 50, le poids moyen d'un lutteur était de 110 kg. Et aujourd'hui, on est à une moyenne de 160 kg, alors que des lutteurs peuvent atteindre même jusqu'à 265 kg et consommer 10 000 calories, soit 5 fois plus qu'un humain moyen. Et pour citer un entraîneur sumo nommé Takehiko Daiguchi, je pense que l'IMC
d'un lutteur sumo devrait être compris entre 40 et 43, ce serait une bonne idée pour lui, et d'instaurer une règle qui dirait de ne pas dépasser les 45 d'IMC. Donc pour rappel, l'IMC c'est l'indice de masse corporelle, donc un calcul qui utilise le poids, la taille et certaines informations démographiques de base comme le sexe et l'origine ethnique par exemple, et ça va vous permettre de savoir si vous avez un organisme plus ou moins sain. Et on considère aujourd'hui que entre 18,5 et 25 on est sain, on est dans un corps considéré comme sain, médicalement j'entends, et donc là il propose d'être entre 40 et 43. Au-delà de 25 jusqu'à 30 vous êtes en surpoids, puis à partir de 30 vous êtes obèse. Donc on ne sait pas si on va aller vers une approche plus moderne de la discipline, notamment en intégrant un peu plus de médecine et aussi un accompagnement lié à la nutrition, même s'il faut prendre du poids, peut-être le prendre de manière plus scientifiquement viable, on va dire, parce que on vous rappelle que ces jeunes-là, à partir de 30-35 ans, il n'y a plus personne, quoi. Après, c'est vraiment les articulations qui prennent tout, puis comme on vous dit, l'obésité, ça déclenche énormément de cancers, vous avez des facteurs risques énormes. Et en faisant quelques recherches, je suis tombé sur la news il y a quelques années où un lutteur est décédé en plein combat, puisqu'il a chuté sur la tête, sur le ring, donc sur le bord de l'arène qui se nomme Dohyo. Et en fait, c'est qu'on a coutume d'attendre que les lutteurs se relèvent d'eux-mêmes. On préfère attendre ça dans la tradition, plutôt que d'avoir un médecin à proximité qui pourrait faire les premiers gestes. À l'époque, ce sont les arbitres ou l'arbitre central qui avaient déplacé le sumo alors que peut-être qu'il ne fallait pas. Et donc, il y a eu toute une... ça a fait couler pas mal d'encre à l'époque quand même là-dessus. Et on le comprend. Ouais, entre ça et les médecins femmes qui n'avaient pas le droit de monter sur le dohyo, justement, c'est pas fou. Voilà, il y a quelques limites parfois à la tradition. Et pareil, vous pouvez vous rapprocher d'agences de voyage si vous comptez voir ces combats au Japon. Ouais, je l'avais fait, c'était très 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 impressionnant, j'avais beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que maintenant, il y a une telle demande que c'est quasiment impossible d'obtenir des places. Lorsqu'on regarde les pays qui mettent à disposition de leurs travailleurs le plus de congés, on sait d'avance qu'on ne va pas retrouver le Japon dans le haut du panier. Alors c'est une idée reçue sur le Japon, mais quelque part c'est un peu vrai. Alors pour reciter un petit peu les choses, les Japonais n'ont que 11 jours de congés par an, soit finalement à peu près le même nombre que les Américains, qui en ont 12, mais ce nombre de jours de congés payés augmente généralement avec l'ancienneté au Japon. On peut donc aller jusqu'à 20 jours pour une ancienneté de 6 ans et demi dans une entreprise, ce qui est quand même pas rien. Et au total, en plus, le Japon ajoute 16 jours fériés, ce qui est quand même beaucoup. En fait, pourquoi il fait ça ? C'est parce que les Japonais ne prennent pas tous leurs congés. On va revenir dessus juste après. Le Japon n'est pas le pays qui a le moins de jours de congés disponibles. En fait, il en a quand même 16 en moyenne, mais il est bon dernier, en revanche, sur le nombre de congés pris, avec seulement 6 jours de congés pris en moyenne sur les 16 qu'ils ont à disposition, selon les Échos. Comparativement, en France, on a 31 jours de congés disponibles en moyenne et on en prend 29. Donc c'est vrai que là, on 5 fois plus de jours de congés pris pour 2 fois plus de congés disponibles. On utilise tout ce qu'on peut. Quasiment. Donc sur ces 16 jours fériés, on va citer plusieurs grandes périodes, évidemment notamment la Golden Week, donc c'est une période de vacances très populaire au Japon qui se situe fin avril, début mai, qui souvent vient d'ailleurs en conflit un peu avec les voyages du printemps. Cette Golden Week, elle est constituée de plusieurs jours fériés rapprochés, notamment le jour de Showa, le jour de la Constitution, de la verdure des enfants. Donc ça fait une série de jours fériés qui font qu'on peut avoir jusqu'à 7 voire 10 jours de vacances d'affilée au Japon qui sont un petit peu imposés aux Japonais. C'est un peu le même principe, alors un petit peu moins quand même, mais lors de Oshogatsu, donc le Nouvel An, et aussi, alors là dans une moindre mesure, autour d'Obon, donc c'est la Toussaint japonaise qui se situe à la mi-août. Donc au niveau vacances, les Japonais planifient des vacances assez courtes, autour des vacances scolaires et des jours fériés, plutôt que se faire un petit peu comme nous on a l'habitude en Occident, des vraies semaines de vacances, 1 à 2 semaines, voire 3 semaines. Ça c'est pas très très japonais, c'est pour ça que les voyages qu'ils font à l'étranger sont souvent un petit peu écourtés. Alors moins de 20% seulement des Japonais prennent tous leurs congés, et quasiment la moitié, donc 42,5% des salariés interrogés ont pris 40% de leurs congés. C'est pour ça, comme je le disais juste avant, que le gouvernement japonais ajoute régulièrement des jours fériés pour en quelque sorte inciter les Japonais à se reposer. Le travail semble passer avant la vie privée, ça c'est cette idée reçue qui perdure, et alors que seulement 6% des Japonais seraient réellement impliqués, selon une étude de l'entreprise américaine Gallup sur l'engagement des salariés.
Ces chiffres sont stables depuis 2012. Et parmi les pays du G7, eh bien, le Japon, sans surprise, est bon dernier en ce qui concerne la productivité au travail. Et ce, depuis les années 1970. Cette info, on la tient du Centre japonais de productivité. Parmi les pays de l'OCDE, le Japon est 23e, soit en dessous de la moyenne de la productivité. La France est 9e et l'Irlande première du classement. Et dernière news liée à la société japonaise, dans un contexte où on avait déjà parlé de l'affaire du boxeur innocenté après avoir passé 46 ans dans le couloir de la mort, Iwao Hakamada. L'affaire médiatique autour de lui a relancé le débat sur la peine de mort. En fait, elle n'a pas vraiment relancé, puisque le nouveau ministre de la Justice, Hideki Makihara, a déclaré que l'abolition de la peine de mort au Japon y serait inappropriée. Donc ça, ce sont ces mots à lui traduits en français, car la société la considère en grande partie comme, je cite, inévitable pour les crimes odieux. Fin de citation. Pour rappel, il n'y a pas eu d'exécution exceptionnellement depuis 2 ans au Japon, donc dans le couloir de la mort, je veux dire. Et pour traiter d'autres sujets de société au Japon, le nouveau ministre, il prend des pincettes sur des sujets qui vont être clivants, un peu épineux, comme par exemple l'autorisation pour les couples mariés d'utiliser des noms de familles différents. Ce sont des questions qui sont de plus en plus évoquées au Japon. Autre sujet de société, le fait de faire appel à des travailleurs étrangers dans un système qui est destiné à remplacer les stagiaires étrangers. Et enfin, revoir le principe actuel qui interdit de changer de lieu de travail pendant 3 ans quand on travaille au Japon. Ça devrait être mis en œuvre en 2027 et ça permettrait de faire des transferts d'emploi après 1 ou 2 ans sur un même lieu de travail au lieu de 3 ans. Donc je vais pouvoir rebondir parce que Charlie, je cherchais l'information pendant que tu nous expliquais cette news. Et en fait, selon le sondage le plus récent que j'ai trouvé, qui vient de nippon.com, eh bien, j'étais assez surpris, mais eh bien 81% quasiment des Japonais estiment que la peine de mort est nécessaire au Japon et seulement 9% sont en faveur de son abolition. Donc c'est pas vraiment une surprise que le ministre japonais se permette en fait d'avoir cette phrase qui nous semble pour le coup inappropriée, mais qui au Japon correspond à l'avis de la population. Nous en arrivons à notre section sur la politique et l'économie japonaise et Gaël, on commence avec une information de taille puisque l'on a les résultats des élections législatives qui se sont déroulées le 27 octobre dernier, donc là tout récemment quand on enregistre le podcast. Elles ont eu lieu 1 mois après les élections de Shigeru Ishiba, le 27 septembre dernier, date à laquelle il prend la suite du très controversé Fumio Kishida en tant que Premier ministre. De cette élection législative, on peut en retirer un changement majeur, puisqu'en effet, il fallait 233 sièges à la coalition pour remporter la majorité, et c'est chose perdue pour le PLD, alors que c'était le parti majoritaire depuis 2012, et ce parti au pouvoir depuis une bonne décennie a seulement, entre guillemets, 215 sièges aujourd'hui. C'est le PDC, le Parti démocrate constitutionnel, qui est aujourd'hui le parti principal de l'opposition et il gagne des sièges face au mécontentement généralisé des électeurs et des électrices vis-à-vis du PLD dont on vous parle régulièrement avec, pour rappel par exemple, la baisse du niveau de vie des Japonais de classe moyenne face à une inflation incessante depuis quelques années et les scandales financiers évidemment, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu la descente, on va dire, dans les sondages de Fumio Kishida et de son entourage de politique. Alors à nuancer toutefois, parce que bien que l'opposition soit majoritaire, avec 250 sièges désormais, c'est pas dit qu'ils arrivent à mener à bien une alliance politique face au pouvoir en place, donc ça va être le jeu politique dans les mois à venir. Et pour citer Yoshihiko Noda, le président du PDC, donc pas le PLD, le PDC, il va falloir s'y habituer, nous avons progressé car les électeurs ont choisi le parti le plus apte à promouvoir les réformes politiques, s'est-il enthousiasmé. Donc de son côté, le Premier ministre actuel, Ishiba, pour le citer, nous dit « Je suis conscient que nous avons été jugés très sévèrement et nous devons l'accepter humblement et solennellement. » Donc pour plus de précision sur les chiffres de ces élections, la majorité, donc si on compte seulement le PDC, donc le Parti démocrate constitutionnel, a remporté 148 sièges alors qu'avant il en avait seulement 98 et c'est 191 pour le PLD alors qu'il trônait aisément à 240 sièges avant ces élections. Donc nous n'en sommes pas non plus à une révolution de la gouvernance du pays, c'est clair, et on verra ce que ça donne dans les mois à venir, comme on le disait. Néanmoins, c'est peut-être une bascule tout de même dans un domaine qui semblait presque figé dans le marbre concernant cette politique japonaise.
Donc des choix sur des sujets clivants par exemple vont peut-être voir le jour ou au moins faire du bruit, comme par exemple le mariage entre personnes du même sexe, puisque la nouvelle majorité est plutôt partisane de ces idées-là. Donc c'est peut-être des choses qui vont être de nouveau mises sur la table au Japon. Et petit point, nous ici à Kanpai, c'est vrai qu'on essaie de vous rappeler autant que possible que le Japon est clairement en retard sur certains sujets sociétaux, notamment la place des femmes accordée dans certains milieux très très masculins. Et c'est encore trop peu, mais ça reste une première dans l'histoire politique du Japon, puisque sur les 465 sièges, 73 sont destinés à des femmes, soit 15% de l'Assemblée. Et après ces élections, Shigeru Ishiba a évidemment exclu de démissionner suite à cette défaite. Il répète et martèle qu'il fera changer la vision des Japonais de son parti politique. Je cite, « Le plus grand facteur de la défaite, c'est la suspicion, la défiance et la colère qui ne se sont pas estompées sur le problème des financements et de la politique », a-t-il reconnu en promettant des réformes fondamentales sur le sujet et sur son parti. On verra ce que ça donne dans les mois à venir sur la confiance ou non des votants en fait, par rapport à ce parti politique. Est-ce qu'il arrive à redorer ce blason ou pas, parce qu'il y a quand même du travail. Je sais pas comment rebondir là-dessus, mais oui, c'est bien résumé. Et pour rester sur la thématique du PLD, Gaël, parce que c'est vrai qu'on en parle assez souvent, mais ça rythme beaucoup aussi la vie évidemment politique japonaise, fait rare, mais un homme de 49 ans a été arrêté. Donc là, c'est vrai qu'après l'Espagne, le Chili, etc., le Japon participe aussi à certaines bavures sur son territoire. Donc un homme de 49 ans a été arrêté courant octobre pour avoir lancé, figurez-vous, plusieurs cocktails Molotov contre le siège du PLD, ce à quelques jours donc des élections législatives dont on vient de parler. Donc ça, c'était le 19 octobre dernier. Donc cet homme, il provient de Saitama, et il est arrivé en voiture et aurait percuté une barrière de sécurité et lancé un fumigène aussi, donc il y avait des policiers sur place qui gardaient l'endroit. Donc l'incident, il s'est produit le 19 octobre à 6h du matin et on a aussi trouvé, donc en plus d'un véhicule brûlé, qu'il a brûlé, une vingtaine de bidons d'essence entre autres dans son véhicule. Donc il était prêt à en découdre un peu plus que ça apparemment. Je n'ai pas forcément beaucoup plus d'infos dessus, mais pareil, le chef du PLD, donc Shigeru Ishiba, a dit que la démocratie ne doit jamais succomber à la violence. Et il a raison. Les motivations de l'auteur ne sont pas encore connues à ce jour, et pareil, on essaiera de se tenir au courant afin d'en savoir un petit peu plus sur cette personne et sur ses motivations à faire de tels actes. Oui, il y a régulièrement des gens qui pètent un plomb, entre guillemets, au Japon, qui font des choses comme ça. Bon, là, heureusement, il n'y a pas eu de... on se souvient de l'assassinat de Shinzo Abe, il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est vrai que là, heureusement, il n'y a pas eu de problème corporel, on va dire, mais c'est quand même toujours assez impressionnant, ce genre de... Et puis c'est vrai que le Japon étant un pays très sécuritaire, parfois il n'y a pas beaucoup de sécurité, justement, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça, mais ça arrive malgré tout. Donc on va sortir un peu de la politique en parlant d'économie et de macroéconomie en citant donc l'Asia Power Index, donc son édition 2024, qui nous explique que le Japon, bien qu'il ait obtenu un score de quasiment 39 points sur 100 dans leur classement, soit un peu plus que l'an passé, se glisse en 4e position du classement des puissances de la zone Asie-Pacifique. Et ce, après les États-Unis avec 82 points quasiment, la Chine 73 points et l'Inde 39 points, donc juste au-dessus du Japon. Le Japon a perdu en influence en fait dans la zone Asie-Pacifique. Alors de quoi parle-t-on exactement ? C'est une évaluation de la puissance globale de 27 pays et territoires de la région. Et ce score, donc, il se calcule sur une moyenne de 8 mesures, dont la capacité militaire, les ressources économiques, l'influence diplomatique et l'influence culturelle, qui sont elles-mêmes calculées par 131 indicateurs. Donc, quelques pistes d'explication de ce glissement concernant le Japon. Évidemment, la baisse de la natalité et puis le vieillissement de la population dont on vous parle régulièrement. Et puis aussi l'érosion de l'avantage technologique, notamment face à la Corée, Taïwan, la Chine. Le Japon, qu'on voit souvent comme un pays très technologique, en fait n'a pas beaucoup sorti d'innovation depuis quand même un certain temps, et on pourrait dire se repose un peu sur ses lauriers à ce niveau-là. Et en chose un petit peu plus positive en revanche, on peut citer notamment cette tendance du Japon à améliorer ses coopérations militaires et puis à augmenter le budget de sa défense. Alors les autres pays du top 10 influents donc dans la zone Asie-Pacifique sont l'Australie, la Russie, la Corée du Sud, Singapour et la Thaïlande.
Et pour conclure cette partie et continuer aussi sur la dimension économique du Japon, Tokyo Metro est entré en bourse et a fait une très belle entrée, et ça on va le détailler un petit peu maintenant avec une première donc séance qui se passe au mieux pour Tokyo Metro avec un bond de 36% par rapport à son cours d'introduction. Donc c'est la plus importante introduction en bourse depuis 2018 et la première qui vient d'une privatisation depuis 2015, et en 2015 c'était avec la Japan Post qui était privatisée en partie. L'opération permet rapidement de lever près de 2 milliards d'euros. Donc c'est un bon coup de l'opérateur qui est un opérateur des 9 lignes de métro à Tokyo. Donc il y a d'autres opérateurs, mais on va dire que ça reste le principal. Tokyo Metro régale en plus dans le sens où il va faire pas mal de petits cadeaux puisque les détenteurs de 200 actions ou plus pourront disposer de billets gratuits, d'accès libre à son musée et à son terrain de golf également, et de tempura apparemment qui seront offertes dans des magasins de nouilles du groupe Tokyo Metro. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que investir dans Tokyo Metro pour un japonais ou pour les ménages japonais, ça a l'air d'être quelque chose d'assez sûr puisque c'est un transport qui fonctionne très bien, qui a une belle et une solide image au Japon tout en étant le métro le plus ancien d'Asie. Donc ça compte pour se lancer, investir, que l'on ait de gros moyens ou non. Donc en fait, depuis la reprise du Covid, Tokyo Metro il affiche un bénéfice déjà net de plus de 67% sur un an de 2023 à 2024. Donc ce sont déjà de très bons chiffres qui rassurent aussi si on veut investir. Et après l'entrée en bourse dont on parle, le gouvernement japonais et celui de Tokyo ont à eux deux 50% du capital de Tokyo Metro encore, donc un petit peu moins que ce qu'ils avaient auparavant. Cette entrée en bourse avait pour objectif de rembourser des dettes contractées par l'État pour reconstruire les infrastructures détruites par le tsunami de 2011. Que ça fait un peu débat, on verra si on en reparle ou pas dans les mois à venir, mais j'ai l'impression que ça fait un peu débat au Japon sur la faisabilité de ce projet. Oui, alors on va pas donner de conseils financiers évidemment dans ce podcast. Là, je regardais au moment où on enregistre, l'action a perdu à peine 5% de son niveau du jour d'introduction. Donc c'est plutôt intéressant comme score parce que souvent on s'aperçoit qu'après les introductions, il y a des baisses qui sont assez importantes. Encore une fois, il n'y a pas de conseils financiers, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est une action à privilégier. Si on s'intéresse en tout cas à la bourse, parce que comme tu l'as dit, il y a quand même du potentiel, beaucoup de voyageurs, et même si c'est pas la seule compagnie de métro à Tokyo, c'est quand même une compagnie qui a 9 lignes qui sont très très bien positionnées. Vous allez sans doute prendre la Tokyo Metro avec votre carte Suica ou votre carte Icoca quand vous serez en voyage au Japon. Donc il n'y a pas de raison pour lesquelles, au vu de la qualité en plus du transport, que cette action baisse, ou en tout cas significativement. Donc voilà, on ne fait pas de conseils de bourse bien entendu, mais je ne serais pas surpris que l'action continue à augmenter. Un jour, je serai le meilleur dresseur, Charlie. C'est peut-être ce que s'est dit le pirate à l'origine du leak, du Terra Leak de Pokémon. Et oui, la société Game Freak, donc développeur des jeux vidéo Pokémon, a été piratée. Il y avait déjà eu un leak, donc un giga leak en 2020 qui concernait également la franchise Pokémon. Et là, donc, il y a pas mal d'informations qui ont commencé à fuiter de ce leak, donc de ce piratage en fait de l'entreprise. Et le contenu qui a commencé à sortir comprend des discussions internes de l'entreprise, des conceptions de Pokémon en version bêta et même des premières versions de jeux. On cite également le code source de plusieurs jeux, donc les jeux Heart Gold et Soul Silver, Platine, Noir et Blanc, Ultra Soleil et Ultra Lune, et puis des builds de tests, etc., etc. Il y a même eu des fuites de plusieurs autres informations, par exemple des noms de code de jeux Pokémon liés à la 10e génération, Gaia, le nom de code du jeu Pokémon Legends annoncé, donc ZA ou Ikaku, et puis même le nom de code de la Switch 2 dont on parle régulièrement, qui s'appellerait Ounce. Alors c'était un peu comme la Dolphin pour la GameCube ou la Révolution pour la Wii, c'est pas des noms définitifs. Mais voilà, c'est toujours, je pense, quelque chose qui est assez déplaisant pour les entreprises concernées, notamment Nintendo. Et on rappelle que selon notre pari à Kampai, la Switch 2 sort en mars. C'est vrai qu'on avait dit ça. Et je sais pas si tu peux m'éclairer ou pas, mais moi, ça m'a toujours intrigué le fait de trouver les noms de code. Je ne comprends pas trop l'intérêt, puisqu'en plus, les machines ou les jeux sont déjà sortis.
Là, pour la Switch 2, par exemple, je sais pas trop. On sait très bien que ce sera pas ce nom-là. Oui, on le sait. Et puis, comme je disais, les deux noms que j'ai cités, c'est vrai qu'on les connaissait en fait, les noms de code. Donc, le nom de code Ounce de la Switch 2, on le connaissait pas. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop quel intérêt ça a non plus. Alors, peut-être qu'on peut rechercher si on dit, par exemple, la révolution pour la Wii, c'est vrai qu'elle changeait complètement la façon de jouer avec la télécommande au lieu de la manette. Ounce, je sais pas trop à quoi ça peut faire référence, j'ai pas creusé non plus, mais Nintendo étant assez fort pour cultiver le secret, de toute façon l'annonce elle est plutôt imminente je dirais, de la Switch 2, donc je sais peut-être que voilà, si on creusait on pourra avoir plus d'informations, mais je t'avoue que j'ai pas de réponse précise à ta question. Alors on a aussi appris la mention d'un jeu Pokémon du nom de code Synapse pour le coup, et il s'agirait d'un MMO dans l'univers de Pokémon, donc un jeu multiplayer online. Il faut pas oublier aussi tout un tas de fausses informations qui en ont découlé de la part des internautes, notamment un film pour adultes Pokémon, et on se doute bien que ça par contre ça n'arrivera pas. Et pour rebondir là-dessus, alors évidemment pour les films pour adultes non, par contre pour des scénarios très particuliers, apparemment aussi on a vu circuler pas mal de screens de ce qui a été justement ce qui a fuité, et donc vous verrez peut-être désormais des mèmes sur internet avec le Pokémon Typhlosion et un air un peu pervers, puisque en fait il s'agirait d'avoir découvert des scénarios où ce Pokémon aurait kidnappé une fille, l'aurait manipulée et forcé à donner naissance à un enfant mi-humain, mi-Pokémon, où en fait on trouve aussi des sortes de genèse, d'expliquer aussi d'où viennent les Pokémon, les humains, est-ce qu'il y a des origines communes. Il y a plein de mythes autour de Pokémon, sur des notes des créateurs ou des personnes qui permettent de faire ce contenu Pokémon. Des fois il y a des choses qui peuvent être soit mal interprétées, soit aussi découvertes parce que c'était des projets sans être vraiment des projets, quoi. Peut-être pour cultiver l'imaginaire de certaines personnes, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qu'on peut espérer, ce sera que Game Freak peut-être découvre un nouveau moteur de jeu pour ces jeux Pokémon, parce que c'est vrai que c'est peut-être une opinion personnelle, mais je trouve que les jeux de Pokémon sur Switch sont particulièrement très laids et très mal optimisés. Ça met pas en valeur. Non. Quand ils on ont une voit, très bonne industrie pour l'argent, mais pour le reste, c'est vrai que c'est compliqué. Ah oui, peut-être qu'au niveau gameplay, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Pokémon, mais voilà, peut-être que c'est intéressant, mais en tout cas en termes techniques, c'est vraiment, je dirais presque honteux quand on voit ce que la Switch est capable de sortir, par exemple sur les jeux Xenoblade. J'espère que Game Freak va faire un petit effort quand même, parce que oui, on a vraiment l'impression qu'ils se moquent un petit peu des joueurs. Alors oui, on sait à l'heure de l'intelligence artificielle, et on en entend parler depuis plusieurs décennies quand même, que l'industrie de la musique et du cinéma tendent à intégrer de plus en plus cette intelligence, cette IA, à leurs œuvres. Par exemple, on a parlé le mois passé de Hatsune Miku, qui est une héroïne, on va dire, ou un personnage japonais phare maintenant au Japon, qui fait des vidéos YouTube, qui va faire des pièces de théâtre kabuki, etc. Ici, on vous parle de la voix de figures célèbres, et notamment d'une figure, puisqu'il s'agit d'une femme, la voix de Goku, le Saiyan bien connu aux cheveux dressés et au Kamehameha légendaire Gaël. En effet, Aoni Production, l'une des agences de talent de comédiens de doublage d'animés les plus célèbres du Japon, a annoncé un partenariat avec Koefont, une société de technologie basée à Tokyo. Donc c'est une plateforme vocale d'IA qui a une renommée mondiale. Et en fait, ensemble, ces deux sociétés prévoient de créer des versions générées par IA des voix de certaines des meilleures voix, donc des meilleurs talents de doublage japonais. Donc l'un des premiers ne sera autre que Masako Nozawa, 87 ans, donc la voix, comme je le disais tout à l'heure, de Sangoku dans Dragon Ball. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais si vous ne connaissez pas cette femme, on peut vous conseiller les vidéos YouTube où vous pouvez la voir performer, parce que c'est toujours impressionnant de voir cette, maintenant aujourd'hui, mamie qui donne sa voix à un personnage masculin plein de muscles et de testostérone et un peu bébête, qui est Sangoku, qu'on adore. Et donc ça, c'est toujours cool à voir, parce qu'on se dit que ce personnage de notre enfance, même si nous on écoute avec la VF aussi, non pas toi Gaël, je te vois bouder là. Et bien, d'ailleurs, nous aussi, c'est une femme qui faisait la voix de... Oui, Brigitte Lecordier. Goku petit en tout cas. Ouais. Et je pense que ce qu'on peut faire par contre, c'est pour nos auditeurs et auditrices, c'est mettre le Kamehameha de Masako Nozawa, parce qu'il est hallucinant. Alors peut-être baisser un peu le son de votre podcast quelques instants, et c'est parti.
Donc si on vous en parle, c'est qu'un des objectifs phares, et moi j'ai trouvé ça assez fou, c'est d'utiliser la voix de cette comédienne iconique pour parler d'autres langues. Pour citer Aoni et Koefont, nous développerons uniquement des voix d'IA multilingues dans des domaines autres que le jeu d'acteur, en différenciant correctement les activités de la technologie vocale IA et des acteurs de doublage. Alors, c'est vrai que là, comme ça, je vais dire que c'est bien mignon, mais on sait très bien qu'à un moment donné, il y a de grandes chances que ça glisse au fur et à mesure pour qu'on puisse utiliser librement ces voix-là. Et en fait, là où je trouve ça fou, tous les doubleurs d'une voix, par exemple de Son Goku, qui vont être impactés à l'avenir. Donc, en plus de parler de l'emploi, ça veut dire que en fait, ils n'auraient plus, enfin, ils vont faire des économies monstres en termes financiers, je trouve, de ne pas payer les acteurs. Et on peut se poser la question du coup, de l'émotion dans la voix, de pas mal de choses qui comptent énormément. Alors c'est vrai qu'eux, ils mettent plutôt en avant le fait de pouvoir utiliser la voix de Goku, par exemple, pour Alexa de chez Amazon ou Google Assistant, certains robots, des équipements médicaux ou des outils de navigation, bien entendu, mais on sait très bien que ça va glisser vers autre chose. Et ça va nous permettre de faire le lien aussi avec la news suivante sur un peu la même thématique, puisque 26 comédiens et comédiennes, les Seiyu, comme on les appelle au Japon, ont annoncé en octobre une position collective contre l'utilisation non autorisée des voix et des artistes par l'intelligence artificielle générative. Donc c'est un projet de sensibilisation surtout avec des pointures du milieu comme la voix de Freezer, toujours dans Dragon Ball, la voix de Spike dans Cowboy Bebop ou encore la voix de Edward dans Full Metal Alchemist. Ce projet est intitulé dans une vidéo dédiée que vous venez justement d'entendre en partie à l'instant, le doubleur de Freezer, qui s'appelle Nakao, il s'exprime et dit que quelqu'un vendait ma voix sans permission, j'ai été choqué, nos voix sont notre gagne-pain, elles sont notre vie. Et en fait, après, c'est là où les 26 comédiens et comédiennes crient ensemble le titre du projet que vous venez d'entendre. Et l'objectif de ce communiqué, suite à cette vidéo, a été de lancer le processus en fait, de discussion sur ce que l'on peut faire ou non avec cette IA, qui est dédiée à le remplacer petit à petit. Et comme on le disait tout à l'heure, on se pose la question de porter la culture d'un pays, l'émotion d'une personne, en fait le côté un peu humain du métier de doubleur ou de doubleuse. Mais on peut noter que, en fait, eux, ils ne sont pas contre l'IA, mais contre l'utilisation non autorisée, donc on va dire non rémunérée. Donc on ne sait pas si ça va pouvoir porter vraiment, quelle est leur visée au final, parce que évidemment c'est leur gagne-pain, mais peut-être qu'à l'avenir, ça va se facilement décliner vers autre chose s'ils ne mettent pas leur veto à vraiment l'utilisation de l'IA pour des voix qui existent déjà, on va dire. Et encore, pour donner mon avis sur le sujet, je trouve qu'ils sont du bon côté de la barrière, parce que eux, ce qu'ils veulent en substance, c'est être rémunérés pour l'utilisation de leur voix, donc c'est la propriété intellectuelle, ce qui est évidemment tout à fait légitime, qu'on n'utilise pas leur voix sans leur autorisation et surtout sans leur verser de royalties, en fait, de droits d'utilisation pour les exploitations que tu as citées. Par contre, oui, on parlait de Brigitte Lecordier tout à l'heure qui fait la voix de Dragon Ball en français. On parlait pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai interviewé Adeline Chetaille, donc qui est une doubleuse très très connue en France. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui regardent les émissions, les animés, les films et tout en VF, là on voit très très bien que l'IA a vraiment débarqué en fait en force dans le doublage des animés. Pour l'instant, c'est plutôt sur des animés pour enfants, j'ai l'impression, mais je ne serais pas du tout surpris que très très rapidement, en fait, les studios de production en fait réutilisent les voix japonaises des personnages des animés et les traduisent. C'est vraiment quelque chose que les IA savent très bien faire. Même on voit que les intonations, moi j'avais vu quelques vidéos comme ça, c'est très impressionnant, même en français. On n'a vraiment pas l'impression que c'est une IA qui parle, on a vraiment l'impression que c'est des vraies personnes en fait, si on ne fait pas attention à 100%. Donc je serais pas du tout surpris que les voix d'animés très rapidement soient doublées par IA, ce qui permettrait aux studios de production de gagner beaucoup d'argent, de temps, peut-être même qui dirait ça nous permettra de faire du simulcast en 50 langues, admettons, le jour de la sortie de l'animé au Japon. Donc eux, en termes de retour de rentrée d'argent, entre guillemets, ce serait très très favorable, et puis pas de gestion humaine, etc. Mais ce serait catastrophique pour les doubleurs un peu partout dans le monde. Mais ça, malheureusement, j'ai des difficultés à croire que ça pourra être évité prochainement. Donc on va continuer à parler d'animé en parlant peut-être du plus grand animé de tous, entre guillemets. Dragon Ball.
Ah non. Non, depuis 20 ans, parce que celui-ci continue, contrairement à Dragon Ball, il s'est pas arrêté lâchement au bout de 42 volumes. Il est actuellement au 108e tome. C'est bien sûr, je parle de Sailor Moon, non c'est pas vrai, je parle de One Piece bien entendu. Alors grande surprise pour les fans de l'univers de One Piece en cette année de 25e anniversaire, donc comme on le disait, eh bien l'animé va prendre une pause qui est soudaine et qui n'avait donc pas été annoncée. Alors l'animé tiré de l'œuvre de Eiichiro Oda va prendre une pause de plusieurs mois, donc c'est pas rien, dans ses diffusions pour, je cite, améliorer encore plus la qualité. En effet, l'animé One Piece s'est arrêté donc le 13 octobre et ne reviendra qu'en avril 2025, alors même, comme on le disait, qu'on est sur l'année du 25e anniversaire. Donc on s'attendait à des célébrations, une année très importante, et malheureusement c'est une surprise qui est arrivée, c'est la surprise du stop en fait de la diffusion pendant 6 mois. Le premier épisode de One Piece avait été diffusé le 20 octobre 1999, donc il y a quasiment tout pile 25 ans, et le manga, lui, date de 97, il a commencé en 97. Alors l'auteur, donc Oda, a de son côté assez peu d'avance en réalité sur l'animé dans le manga, ce qui va permettre aussi de lui laisser un petit peu de répit. Mais cette pause reste quand même obscure, d'autant que la raison officielle évoquée, qui est liée à la qualité de l'animé, sort un petit peu d'on ne sait où. Alors le 20 octobre, les fans ont pu se rabattre sur un spin-off qui a été intitulé One Piece Fan Letter, qui faisait un focus sur certains des personnages de la série, donc Luffy, Zoro, Franky et Nami. Cet épisode est basé sur un livre intitulé One Piece Novel Straw Hat Stories, un recueil d'histoires courtes prenant le point de vue des personnages secondaires du monde de One Piece. Alors, autre news, tant qu'on y est sur l'univers de One Piece, donc pour fêter cette fois-ci un petit peu plus gaiement les 25 ans de l'animé, à Paris, on a pu retrouver une boutique éphémère dédiée au chapeau de paille et à son équipage dans le 2e arrondissement, donc du 19 octobre au 3 novembre, ce qui est peut-être un petit peu tard au moment où on va diffuser ce podcast, mais on a pu retrouver pendant ces 2 semaines un magasin, un café, avec des initiations aux jeux de cartes et puis des zappings thématiques sur l'humour de la série, les combats marquants et aussi certaines scènes tout aussi mémorables. Donc pendant ces 6 mois, séchez vos larmes, il y aura quand même une rediffusion de l'arc des hommes poissons de One Piece en meilleure qualité audio et vidéo. Mais évidemment, ça ne rattrape pas toutes celles et ceux qui souhaitaient avoir un petit peu la suite de Egghead. Donc là, le manga s'est arrêté à l'épisode 1122 et il reprendra, comme on le disait, en avril 2025. Et je crois, Gaël, c'est la 3e fois que l'on fait ça en fin de podcast, mais c'est vrai qu'on a choisi le fait de vous mettre une petite partie peut-être plus personnelle, toujours liée évidemment au Japon, mais qui va concerner soit ce que l'on a vu, entendu ou lu du Japon. Donc je vais commencer à vous parler de Dragon Ball Daima. Donc j'aime beaucoup Dragon Ball, mais c'est vrai que c'est pas un podcast dédié à Dragon Ball évidemment. Mais ça fait partie de l'actualité puisque cette année ce sont les 40 ans de cet univers de Dragon Ball et en plus cette année on a aussi perdu le père fondateur de cet univers qui est Akira Toriyama. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous en parle. Donc Dragon Ball Daima, c'est un animé qui est diffusé chez ADN et Crunchyroll en France et aussi sur Netflix, je me suis aperçu, mais par contre sur Netflix c'est en décalage. Donc à l'heure où on enregistre, il y a seulement 2 épisodes de sortie, des épisodes de 20 minutes. Je me suis laissé porter, j'y croyais pas du tout au début, mais l'animation est très belle. En plus de ça, dans l'espèce de récap, en fait, on s'aperçoit, en gros pour le pitch, on voit 2 personnages qui regardent une sorte d'écran et on comprend qu'on est entre l'arc de Dragon Ball Z et de Dragon Ball Super. Donc en fait on voit ces 2 personnages regarder la défaite de Boo face à Goku et ses amis et sans après trop spoiler ou divulgacher comme on dit. Ces 2 protagonistes là, on se rend compte que ils assistent à la montée en puissance du groupe de Goku et en fait ils se rendent compte qu'au moment où Boo mange Dabra, donc le roi des démons, il le mange sous forme de biscuit. Un des 2 protagonistes fait dire à l'autre en fait c'est toi maintenant le roi des démons, donc bouge-toi et deviens un peu plus méchant, on va dire. Donc il est tout content et ils vont filer sur terre pour invoquer Shenron, et donc Shenron, le dragon vert gigantesque qui peut vous offrir 3 vœux. Et donc en premier vœu il demande à ce que Goku et ses amis deviennent petits.
Et en fait, il veut faire d'autres vœux derrière. Et le dragon lui dit non, mais je fais ça que pour les copains ou que pour les habitués. Donc il se retrouve qu'avec ce vœu-là. Et Goku et ses amis, donc pas le monde entier, mais que vraiment ses amis, deviennent enfants. Et en fait, j'y avais pas pensé, mais dans l'épisode 2, on voit Tortue Géniale. Du coup, enfant aussi. Et là, c'est drôle parce que là, il est content. Il est content, séducteur, etc. Et Goku retrouve également son bâton de quand il était enfant. Il y a une petite scène rigolote aussi où il le cherche. En fait, il est chez Tortue Géniale et il sert à étendre les caleçons du papy. Donc c'est très drôle. Donc on verra ce que ça donne en termes de scénario. Mais l'animation est belle et puis tout ce qui est flashback, donc les anciens combats, etc., sont retapés aussi, redessinés. Alors évidemment, ça change les traits des personnages. Mais pour l'instant, ça a l'air de le faire et ça a l'air d'être assez drôle en tout cas. Écoute, moi qui ai regardé et lu Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais pas la suite, pas Dragon Ball Super ou ni GT, voilà. Clairement, moi, quand Sangoku est petit, c'est la partie que j'ai préférée du manga, notamment les tournois des arts martiaux, l'armée du ruban rouge, etc. Donc même si j'ai pas vu la bande-annonce, là, tu m'as vraiment donné envie pour le coup. Donc je pense que je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus d'épisodes pour, je pense, regarder plus d'un coup et pas devoir malheureusement attendre chaque semaine, ça j'aime pas trop. Mais ouais, tu m'as plutôt donné envie de regarder ce Dragon Ball Daima. Et puis quand on enlève le générique d'intro, de fin, etc., en fait, il y a vraiment très peu de temps. Donc là, j'ai attendu... je l'ai regardé 2 semaines après, je crois. Le numéro 2, l'épisode 2, pour 15 minutes, c'est vrai que ça fait court. Quoi. Alors pour ma part, j'avais dit que je vous reparlerais peut-être de Zelda Echoes of Wisdom dans le précédent podcast. Bon, j'ai terminé le jeu, j'ai pas vraiment envie de vous en reparler parce que je l'ai un peu rushé entre guillemets. Je suis quand même allé jusqu'au bout en peut-être 12-15 heures, je dirais. C'est vraiment un Zelda mineur, en plus la fin est assez décevante. Donc pour être un petit peu plus positif, je vais vous parler de Tokyo Vice. Jake, this is Sato. He's not as brooding as he seems. What's it like to be a Yakuza? I could write about that. Yes. But then I'd have to kill you. Donc c'est une série live en fait qui est adaptée du livre de Jake Adelstein, donc un journaliste qui vit au Japon, un journaliste étranger, donc qui enquête sur le milieu des Yakuza à Tokyo. Donc il y a eu 2 saisons, première saison de 8 épisodes en 2022 et puis une deuxième saison cette année de 10 épisodes. Donc j'ai eu l'opportunité de voir les 2 saisons d'un coup donc ce mois-ci. C'est diffusé sur Apple TV+, et aussi sur Canal+. Donc voilà, selon vos abonnements, vos offres. Je vous encourage en tout cas à le regarder. Donc c'est un récit qui est semi-autobiographique, donc ça a été quand même assez, on va dire romancé, mis en valeur, etc. En termes de casting, donc pour le rôle de Jake, on retrouve Ansel Elgort, donc je ne connaissais pas, et puis ce fameux Ken Watanabe, donc acteur japonais très très connu. Alors je vais pas citer tout le monde, mais il y a quand même quelques acteurs principaux qui sont vraiment, vraiment intéressants. Le casting, je trouve, est très très bon. Les personnages sont charismatiques et bien choisis, avec peut-être juste une petite retenue un peu sur Rachel Keller, qui, moi, c'est plutôt son japonais en fait qui m'a un peu choqué, parce qu'elle est censée très bien parler japonais, puis en réalité, son accent, il est un peu à couper au couteau. Mais en dehors de ça, je trouvais le casting vraiment, vraiment bien choisi. L'histoire est prenante, il y a très très peu de longueur, ça avance assez vite. Et puis évidemment, c'est très bien produit. Donc à la production, on a Michael Mann, qui est quand même un nom assez connu. Donc beaucoup de séries Apple TV sont très bien produites, sans surprise. Mais là, c'est clairement à la hauteur. Visuellement, c'est magnifique. La vie nocturne de Tokyo est très très bien retranscrite. Et puis l'histoire est... Alors, dans la saison 1, ça met un petit peu de temps à s'installer, même si, comme je disais, il n'y a pas vraiment de longueur, mais il faut le temps quand même que ça se mette en place. Les personnages évoluent quand même pas mal. C'est vraiment la saison 2 là où tout le monde est très bien installé, où là il y a vraiment des histoires qui sont encore plus prenantes. Donc je recommande absolument cette série si vous aimez un petit peu, si vous avez envie de creuser un peu dans la vie nocturne de Tokyo, parce que encore une fois c'est semi-autobiographique, donc certes les Yakuza aujourd'hui ont beaucoup moins de force en tout cas, mais là c'est une série qui se passe dans les années 80, donc il y a vraiment des séquences qui sont très très intéressantes à ne pas regarder par contre si vous essayez d'arrêter de fumer, parce que clairement il y a 10 clopes par séquence à l'écran, donc ça peut être un peu surprenant. Et rien que le livre, apparemment, qui est de très bonne qualité, il me semble, mais là, je pourrais pas en dire plus, parce que je l'ai pas encore lu. Et pour ma part, je conclurai avec un jeu vidéo toujours lié à l'univers Dragon Ball Z pour ce mois. Monomaniaque. Pour ce mois d'octobre.
c'est pas de ma faute. J'ai donné quelques euros pour acquérir le Dragon Ball Sparking Zero, un jeu de chez Bandai Namco évidemment, sorti le 11 octobre. On a eu des jeux de combat ces dernières années liés à cet univers, donc de très bons comme le jeu 2D Fighter Z sur la scène compétitive, mais on manquait de quelque chose, je trouve, de plus authentique dans le cœur des joueurs et des joueuses. 17 ans après la franchise Budokai Tenkaichi, numéro 3, qui était vraiment la référence du jeu de combat dans ce type d'univers, eh bien on arrive avec le Sparking Zero, et là c'est pareil, ce sera un avis personnel, mais ici on a un gameplay qui est vraiment très soigné, un visuel aussi soigné avec un jeu qui tourne sous Unreal Engine 5, donc c'est vraiment de très très bonne qualité niveau effet visuel. On a également un roster, donc le nombre de personnages jouables qui est très conséquent puisqu'on est à plus de 180 personnages, bien qu'il y ait aussi beaucoup de versions de Goku, Vegeta, etc. Et désolé Gaël, mais on ne verra pas Ishiba en Majin Buu, qui a illustré un de nos podcasts actus, celui du mois dernier d'ailleurs je pense. Donc là il n'est pas disponible, ou en tout cas peut-être qu'on peut acheter un skin dedans, je ne sais pas. Donc je vais passer un peu rapidement sur le gameplay, mais voilà, il y a quand même des petites subtilités. Évidemment, c'est pas un jeu compétitif, mais il y a quand même pas mal de choses, notamment des contres de contres, des ruées, etc. Il y a vraiment pas mal de choses, beaucoup plus riches, et je l'ai trouvé pour ma part en tout cas, difficile d'accès au départ. Et il n'y a que récemment où je commence à vraiment m'amuser et à comprendre le gameplay, et du coup, dans le mode histoire, parce qu'il y a un mode histoire, eh bien ça rend beaucoup plus savoureux certaines scènes, notamment avec des transformations à la chaîne, notamment de Goku contre Buu, Majin Buu d'ailleurs je crois, et là j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer en solo. Il y a un mode en ligne, mais c'est plus, comme je disais, il n'y a pas d'aspect compétitif pour ce jeu. S'il y a quelques points noirs quand même à ce nouveau jeu, ça va être le mode histoire qui je trouve est trop haché, passe beaucoup trop vite sur certaines infos qui sont essentielles, je trouve, dans l'univers Dragon Ball. Donc on n'est clairement pas, il n'y a pas de cinématique quasiment, ça fait un peu PowerPoint, en fait c'est des images, on te met du texte, et voilà, donc ça en vrai c'est un peu bâclé je trouve, mais son point fort ça va être de proposer des scénarios alternatifs où on peut prendre ou pas tel personnage, ou faire exprès de gagner ou de perdre certains combats pour avoir des petites suites, et donc ça c'est cool, ça permet d'y revenir. Voilà, c'est un bel hommage, mais c'est quand même, ils sont pas trop foulés sur ce mode histoire, alors que c'était vendu justement, c'est le truc du jeu quoi, qui était vraiment cool à faire. C'est un très bon jeu, mais il est un peu rigide sur certains points, notamment sur le visuel des interfaces, ou le mode entraînement aussi qui est pas du tout intuitif, alors que quand on le fouille, vraiment il y a pas mal de choses, de petits détails à choper, de tips à avoir. Après, le succès il est quand même au rendez-vous, puisqu'il y a eu 3 millions d'unités vendues en seulement 24 heures pour un jeu de ce type, c'est assez gigantesque. Donc c'est un succès, d'autant qu'il n'est pas dispo sur les anciennes générations, c'est que la nouvelle génération, donc PC et PlayStation pour l'instant. Et d'ailleurs, j'ai pas vérifié sur Xbox, mais je suis pas sûr. Donc avant de conclure ce podcast, on va passer au sujet récurrent comme à chaque fin de podcast actualité. Donc on va vous parler très rapidement du yen, qui est encore et toujours très intéressant. Là il stagne autour de 165 yens pour 1 euro. Donc c'est encore et toujours le moment d'en acheter si vous avez l'intention de partir au Japon dans les prochains mois, voire même si vous partez au Japon en 2025. Là vu le taux, c'est encore et toujours le moment, donc n'hésitez pas à aller sur notre article dédié sur Kanpai pour avoir un petit peu des bons de réduction, ou ne serait-ce que des vendeurs qui sont recommandés pour commander vos yens sur internet, en toute sécurité bien sûr. En termes de fréquentation touristique, donc en septembre il y a eu 2 872 000 visiteurs étrangers au Japon, donc c'était quasiment autant qu'en août, c'est un très très beau mois, sachant qu'au mois de septembre 2019, il y avait eu seulement, donc quelle année de référence, il y avait eu seulement 2 272 000 voyageurs, donc ça fait quand même 600 000 de moins, c'est quand même pas rien du tout. Donc si on prend l'ensemble des voyageurs qui sont venus au Japon en 2024, donc entre janvier et septembre inclus, ça a déjà dépassé les chiffres de 2023 avec quasiment 27 millions de voyageurs. Et c'est pareil si on se limite aux voyageurs français au Japon qui ont été entre janvier et septembre quasiment 284 000, c'est-à-dire plus que sur toute l'année 2023 réunie. Et ça, ce record en fait, il est également valable sur les dépenses. En fait, on a appris que les dépenses des visiteurs étrangers au Japon de janvier à septembre avaient déjà surpassé les dépenses qui avaient été faites par ces mêmes touristes
touristes sur toute l'année 2023. Et là, on parle quand même de quasiment 6 trillions de yens. Donc c'est équivalent en gros à une quarantaine de milliards de dollars. Donc c'est quand même une dépense assez importante. Et ça montre bien que le tourisme étranger au Japon, c'est quelque chose qui est vraiment qui est essentiel en fait à l'économie japonaise. Alors en termes d'événements au mois de novembre, on va pas tout citer parce qu'on s'est dit que c'était un petit peu long, un petit peu comme le mois dernier. Donc on va citer notamment le jour férié Bunka no Hi, donc dimanche 3 novembre, qui va être reporté du coup au lundi, comme c'est la coutume. C'est le jour de la fête de la culture. Et on va également citer donc Shichigo-san qui va se dérouler le vendredi 15 novembre. C'est la fête des enfants de 3, 5 et 7 ans au Japon. Donc on a évidemment un article dédié sur Kanpai à ce sujet. Et il y a un autre jour férié en fin de mois, donc le samedi 23, qui est la fête du travail. Donc c'est pas le 1er mai au Japon, c'est au mois de novembre. En termes d'articles qu'on vous a publiés sur Kanpai en octobre, donc on a commencé par vous parler de Kinchakuda Manjushage, pas facile à prononcer, mais c'est un grand parc au licorice rouge, donc ces fameuses fleurs donc de Higambana, de Saitama, donc c'est vraiment très très joli. Ça dure pas longtemps, c'est de fin septembre à début octobre, mais Marjorie a pu vous expliquer en détail un petit peu cette floraison. Ensuite, on est parti du côté de Kyushu où on vous a présenté la préfecture d'Oita. Donc on va commencer comme ça, on va de plus en plus, je pense, vous publier des fiches sur des préfectures ou des départements, selon le mot qu'on utilise. Mais on va faire de plus en plus de fiches préfectures, il y en a 47, donc ça va finalement aller assez vite. Mais en tout cas, pour granulariser encore dans notre guide de voyage au Japon. Ensuite, on est parti du côté de Kyoto pour vous présenter le premier musée officiel des geishas qui s'appelle le Gion Kagai Art Museum. Si vous êtes intéressé par l'univers des geishas, c'est un petit peu une visite essentielle. Après, on est revenu du côté de Tokyo en vous présentant Hamarikyo Tsukimi Sampo. Donc, c'est littéralement la promenade pour voir la pleine lune dans le jardin de Hamarikyo. Donc, à Tokyo, on a été invité par le jardin à faire une contemplation nocturne. C'était magnifique et les photos rendent plutôt pas trop mal. En tout cas, on a essayé de vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Du côté de Nagoya, on vous a présenté le quartier de Shikemichi, un quartier historique et plutôt bien préservé, qui va jusqu'au château, entre la gare et le château. Et puis en fin de mois, on vous a dévoilé un petit peu le Odaiba Takoyaki Museum. Donc ce n'est pas un musée, contrairement à ce que son nom veut bien nous laisser croire. C'est un food court, donc une zone avec 5 restaurants dédiés au takoyaki. Est-ce que tu aimes le poulpe, Charlie ? Oui, et j'ai lu l'article tout à l'heure, figure-toi. Eh bien, si tu aimes ça, tu seras servi en t'y rendant parce que tu peux manger des takoyaki, donc des boulettes de poulpe directement à Tokyo. Et nos amis d'Osaka vont hurler, mais au moins, si vous n'allez pas à Osaka pendant votre voyage, vous pourrez déguster ce bon plat. Typique, cette phrase est étrange. Et en fin de mois, on vous a évidemment publié un article qui vous présente notre tome 5, donc, comme on le disait en introduction, c'est-à-dire le guide de voyage de Kyoto, le livre de Kanpai qui fait à peu près 250 pages. Et pour un récapitulatif des podcasts qui sont sortis déjà au mois d'octobre, donc il y avait le podcast actualité tout début octobre, puis le podcast dédié à l'automne, donc sur notre thématique voyage que l'on a enregistré avec Marjorie. Gaël, toi tu as interviewé Thierry Falcoz. Est-ce que tu peux nous le représenter rapidement en une petite phrase ? Oui, c'est un journaliste jeux vidéo qui s'est installé à Tokyo il y a quelques années et puis qui suit pas mal l'actualité de la culture populaire japonaise. Donc c'était assez intéressant comme parcours. Et enfin, on a publié récemment un podcast destination sur Nikko, une ville et aussi ses monuments qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et au mois de novembre, ce qui nous attend, donc le 6 novembre, le podcast Voyage sera dédié au petit déjeuner. Et oui, on a réussi à faire ça et vous pourrez remercier Marjorie pour son travail. Gaël, toi, tu vas interviewer Yann Richard de Chapka, donc lié à l'univers de l'assurance pour vos voyages au Japon. Le 20 novembre, ce sera un podcast destination dédié à Nara, donc on aura beaucoup de choses à en dire. On sera sans doute avec Kelly qui va s'occuper de la partie liée à l'histoire, parce que c'est vraiment une destination très riche spirituellement et culturellement. Et enfin, il y aura le podcast actualité que vous pourrez retrouver le 27 novembre ou le 4 décembre. On n'a pas encore fixé de date pour sa publication.
je vais te laisser, Gaël, remercier toutes les personnes qui ont acheté nos packs soutien. Donc, comme on vous le répète, il n'y a pas de publicité de campagne ailleurs que sur notre site. Vous êtes nos meilleurs porte-parole. Et puis, le fait d'acheter les packs soutien, notamment, ça nous aide beaucoup financièrement pour continuer notre travail. Oui, alors le pack soutien qui est donc passé à 99,99 €, c'est une certaine somme, mais comme tu l'as dit Charlie, ça nous aide énormément. En octobre, vous avez été 5 à nous le commander, donc Valérie, Sandrine, Roland, Patrick et Franck, on vous remercie tout particulièrement et très chaleureusement, car le pack soutien permet vraiment, comme son nom l'indique, de soutenir Campagne et de nous permettre de continuer, que ce soit les podcasts, les articles ou nos comptes rendus de voyage, de nous permettre d'aller au Japon pour vous faire des belles photos et vous présenter des belles destinations de voyage au Japon. Donc on rappelle, le pack soutien, ce sont nos 5 livres Campagne de voyage au Japon, donc préparation, visite, itinéraire, Tokyo et Kyoto, et puis nos guides d'apprentissage du japonais, donc pour apprendre les kanas, et puis un guide de conversation avec des audios, des phrases en fait dites par des japonais, donc pour apprendre, pour s'initier au japonais. Donc on vous remercie par avance pour vos commandes. Eh bien, je pense que Gaël, on aura pris notre temps pour toutes ces news japonaises. On vous rappelle que le podcast, il est aussi disponible sur YouTube. Donc, c'est une vidéo, mais c'est surtout le son qui va vous intéresser. On a affiché seulement un template pour nos podcasts. Tous ceux qui sont sortis jusque-là, on voit que tout doucement, notamment les personnes qui sont abonnées à la newsletter, commence à y aller petit à petit. Donc ça vous fait un autre média pour profiter de ces podcasts-là et puis les mettre en fond chez vous, par exemple. Nous, on est très contents de ce résultat et on se retrouve très vite pour un autre podcast Actualité le mois prochain. On vous remercie chaleureusement pour votre écoute, vos partages sur les réseaux sociaux et puis les quelques commentaires que vous commencez de plus en plus à nous laisser sur ces différentes plateformes. Oui, d'ailleurs, je voulais rebondir parce qu'on a eu des commentaires nous demandant si on allait faire des vidéos YouTube, en fait, se filmer en train de faire du podcast. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. Mais on n'est pas forcément chaud, on n'a pas forcément envie de mettre nos visages sur Internet. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Puis comme tu l'as dit Charlie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quelques dizaines ou quelques centaines d'écoutes par épisode pour l'instant. C'est pas beaucoup, mais ça ne vient pas cannibaliser en fait nos écoutes du podcast. On en parlait tout à l'heure. Donc vous avez le choix de plateformes, Spotify, Apple Podcast et maintenant YouTube pour écouter nos podcasts. Et ce sera toujours en audio. Et puis comme on le disait, ce sont vos commentaires et vos partages qui vont compter puisqu'on a absolument zéro publicité ailleurs. Ou si vous en trouvez, dites-le nous parce qu'on n'est pas au courant. Donc forcément, c'est le bouche à oreille qui sera le mieux pour nous. Puis on préfère que ce soit aussi comme ça. En tout cas, on vous remercie de nouveau. Et Gaël, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci Charlie, à bientôt. Au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.